Nous sommes, comme tous les vendredis matins, avec Stéphane Juffard, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Oui, ici Metula, bonjour Bruxelles et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka et bonjour Gilles. Bonjour Stéphane, alors on va comme chaque semaine débriefer l'actualité israélienne, l'actualité internationale aussi. On terminera aussi, ça devient une tradition dans ce rendez-vous hebdomadaire avec un peu de sport et la superbe victoire de l'Hapoel Be'er-Sheva hier face à l'Inter de Milan. Mais Stéphane, on commence tout de suite avec cette crise d'incendie en Israël. Alors on parle d'une accalmie ce matin, Stéphane, est-ce que vous confirmez ? Je confirme, il y a une accalmie sur tous les fronts. Il reste trois cadres de foyers importants qui sont bien entendu Haïfa. Il y a toujours des incendies et des départs de feu. L'important maintenant, c'est de tout arrêter, c'est-à-dire d'empêcher des feux de broussailles qui pourraient, au gré des vents, recommencer à des très grands incendies. Mais pour le moment, ça s'est calmé. Le deuxième endroit, le deuxième spot, c'est Kiryat Gat, à côté de Ashdod, Ashkelon, dans le sud, où le feu a fait également des ravages. Et ce matin aussi, les incendies sont contrôlés. Et le troisième qui a fait des ravages énormes, c'est dans la forêt de Jérusalem, à la base de la montée, de la grande montée vers la capitale, dans la région de Sharagai. Là, on tourne pour aller à Beth Shean. Et là aussi, il y a une très nette amélioration. Et ça s'améliore grandement à cause de l'intervention des avions qui nous sont arrivés de Russie, de Grèce, d'Italie, de Croatie, de Turquie et de Chypre. On les voit ce matin faire des nourias dans le ciel. Donc, ils vont pomper l'eau dans la Méditerranée et puis ils arrosent avec de l'eau et du retardant les foyers d'incendie. Il y a énormément de ces avions. Ce sont des avions, surtout les fameux Canadair que tout le monde connaît, qui peuvent prendre jusqu'à 8 tonnes d'eau. Et puis alors, l'avion russe, le Beriev, l'hydravion, qui lui peut prendre jusqu'à 12 tonnes d'eau. Le feu, quand le vent n'est pas ne souffre pas par bourrasque, on ne peut pas faire grand-chose contre ces armes anti-feu, donc on en est là. Et puis on en est aussi, Jim, à faire les comptes, parce que il y a l'aspect, on se demande bien entendu tous, et on fait pas que ça, on fait aussi des enquêtes ce matin pour savoir comment ces feux sont partis. Par exemple, hier après-midi, en fin d'après-midi, on comptait à Haïfa 5 foyers différents. Et ça, c'est absolument pas possible ni logique que ces foyers s'allument spontanément. Qu'il y en ait 1, 2, à la limite, on peut le comprendre, mais 5 foyers qui s'allument simultanément au centre d'une ville, ça, ce n'est guère possible. Et on a d'ailleurs arrêté une dizaine de suspects, certains pris en flagrant délit d'allumage de feu, et on enquête. Les auditeurs doivent savoir que les allumages de feu laissent des traces et lorsque les pompiers enquêtent, il y a bien entendu des équipes spéciales qui sont expertes dans la recherche de la raison du départ des feux, et on trouve toujours quand il y a un incendie criminel, il y a toujours un endroit qui est visible après le feu, quand tout a été cramoisi. Eh bien, on arrive toujours à savoir ce qui s'est passé, et c'est l'activité principale de ces équipes spécialisées, de la police et de l'armée ce matin. On veut vraiment savoir, on veut vraiment en avoir le cœur net. Et puis malheureusement, on sait qu'au moins la moitié de ces feux ont été allumés intentionnellement dans le cadre du conflit entre Israël et les Palestiniens. Donc c'est assez grave, on est passé à ce type d'intifada. Alors ça, c'est ce qui intéresse Stéphane, tout le monde. on a entendu un certain politique déjà parler de l'intifada du feu. On a eu l'intifada des couteaux cette dernière année avec une accalmie depuis quand même quelques mois. Est-ce que vous pensez, vous, réellement qu'on peut parler déjà aujourd'hui, ce vendredi, d'intifada du feu désormais ? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut justement attendre 2-3 jours pour en avoir le cœur net. Que certains de ces foyers étaient allumés, c'est certain. Que certains de ces foyers ont été allumés par des Arabes
avec l'intention de faire du mal, c'est-à-dire avec l'intention probablement de tuer des gens, en tout cas de faire brûler des maisons et de la forêt. C'est certain aussi. Maintenant, ce qui va être intéressant, Jim, c'est de connaître la proportion. Est-ce qu'il y a eu 10 actes criminels de ce genre, ou est-ce qu'il y en a eu 200? C'est pas du tout la même chose. S'il y en a eu 200, ben on peut effectivement parler d'une intifada du feu. S'il y en a eu 5 ou 10, on parlera plutôt de déséquilibrés ou de personnes qui ont utilisé la météo justement pour réaliser leur folie criminelle ou leur folie d'intifada. Mais Stéphane, est-ce que même s'il y a eu que 5 ou 10 incendies criminels, voire terroristes, c'est comme ça que le Premier ministre israélien les a qualifiés, est-ce qu'on peut s'attendre par contre à une intifada du feu? Est-ce que ça pourrait donner des idées au terrorisme palestinien? Alors je vous assure que les idées, elles existent déjà. Elles existent déjà parce que chaque année, il y a des centaines de départs de feu en Israël et que beaucoup d'entre eux qui donnent pas qui n'aboutissent pas à ces catastrophes extraordinaires telles qu'on la connaît ou les connaît de ces 3 derniers jours en Israël, eh bien on en parle effectivement moins. Mais il y en a partout, surtout ici dans notre région de Haute-Galilée, et c'est souvent effectivement l'acte d'Arabes qui ont des sentiments, des ressentiments, ou simplement une occasion d'allumer un feu en été quand la broussaille et les forêts sont sèches. Ça existe depuis longtemps. Le reste va toujours dépendre de la proportion, c'est-à-dire que si c'est des centaines de départs de feu et s'ils ont été synchronisés par une organisation ou par le net, on a vu beaucoup de réactions de la part des Arabes, notamment de la part du Hamas, qui se sont félicités de ces ravages. Et bien, si c'est le cas, s'il y a une organisation là derrière, c'est clair qu'il y aura une répression ciblée de ces pyromanes de l'intifada. Mais si c'est pas le cas, si c'est certains déséquilibrés qui par haine ou par opportunité spontanée ont allumé ces feux, on changera rien à ce qui se passe. Puis il y a un autre élément, Jim, qui est important, c'est que les leaders de la minorité arabe, qui sont d'habitude très anti-israéliens, très anti-sionistes, eh bien là, ont agi avec énormément de responsabilité. Ils ont dit que la forêt, elle appartient à tout le monde, que Haïfa, notamment, est une ville dans laquelle toutes les communautés existent et que celui qui s'attaque à la nature et celui qui s'attaque à nos villes, eh bien, s'attaque à tout le monde. Et ils ont critiqué de la manière la plus claire et directe ceux qui auraient pu allumer ces feux, et ils ont apporté leur soutien notamment aux pompiers, aux forces de sécurité et même à l'armée, ce qui est très rare. Et c'était le discours de tous les chefs de l'opposition arabe. Et puis aussi à noter ce qui est assez extraordinaire par les temps qui courent. Eh bien, il y a actuellement, au moment où nous parlons, eh bien, il y a 8 camions de pompiers et 8 équipes de l'autonomie palestinienne qui, côte à côte avec les pompiers israéliens, essayent de combattre les flammes. Et ça c'est un autre geste symbolique. On a l'impression quelque part qu'une limite a été passée. Et on parle pas du Hamas ou des djihado-islamistes, mais on parle des Israéliens d'origine musulmane, et on parle de leurs leaders, de leurs responsables politiques, et on parle également des gens de l'autorité palestinienne. Et on a un petit peu l'impression ce matin que le message c'est halte là, il faut pas dépasser cette ligne. Si on commence à se mettre le feu parmi, eh bien on va tout simplement tous se détruire. Et il y a un message très clair qui émane de ces responsables qui dit non, maintenant il faut combattre à la fois le feu et combattre ceux qui l'ont allumé. Et puis Jim, il y a un autre élément qui nous concerne beaucoup ici parce qu'on y a pas mal de pilotes à la MENA. Eh bien, c'est l'impréparation, une fois de plus, 6 ans après les feux du Carmel. Eh bien, c'est pas que rien n'a été fait, mais c'est que les mauvaises choses ont été faites. Israël, le gouvernement de M. Netanyahou a acheté 14 petits avions qui sont en fait des avions d'épandage agricole, d'épandage d'insecticides, et puis ils ont été utilisés, préparés pour le combat
contre le feu. Il y a des pilotes qui ont été recrutés, qui font que ça, qui font que de se balader dans ces avions. Il y a 4 firmes. Il y a l'armée de l'air, il y a Elbit, il y a les pompiers, il y a la police. Il y en a 5. Il y a une société, il y a une petite société aérienne d'Herzliya. Donc 5 sociétés qui gèrent 14 avions avec un grand nombre de pilotes. Et ces avions ne servent absolument à rien. C'est-à-dire qu'ils peuvent emporter 2 tonnes d'eau. On met à peu près un quart d'heure pour les remplir. Et puis on en est arrivé au point hier que les pilotes grecs de Canadair ont demandé à la radio, on l'a entendu, ont demandé que ces tout petits avions qui ne servent à presque à rien du tout dégagent du ciel parce qu'ils mettaient en danger leurs opérations d'extinction du feu. Donc Israël est de nouveau face à un scandale assez énorme et je vous assure qu'à la MENA, on va creuser, on va exposer tous les faits. 5 grandes sociétés et des pilotes qui servent à rien, qui s'entraînent toute l'année mais qui n'ont pas les moyens d'éteindre les incendies, qui n'ont rien fait ou pratiquement rien. Ils ont essayé, mais ils ont été d'aucune efficacité pour éteindre ces gros incendies, cette vague d'incendies. Ça nous a coûté des dizaines de millions. On aurait pu s'acheter des Canadair. Israël, si Israël avait, Jim, 4 ou 5 Canadair comme la Grèce, comme l'Italie, même comme Chypre ou la Turquie, parce qu'on est un pays méditerranéen. Et on sait que dans les pays méditerranéens, on est en proie à ce genre d'incendie. Donc si on avait 4-5 Canadair, je vous assure qu'Israël a tout à fait les capacités de se les offrir, eh bien, on aurait totalement évité cette catastrophe, c'est-à-dire qu'on aurait étouffé les feux au début et on n'aurait pas eu besoin d'appeler à la rescousse ces 6 pays. À part ça, ces 6 pays, ils viennent nous aider, c'est très sympathique. On a absolument eu besoin d'eux, on a encore besoin d'eux, mais ils viennent pas le faire gratuitement. C'est nous, c'est le contribuable israélien qui paye pour ces interventions. Et ces interventions, elles vont nous coûter le prix de 1 ou 2 Canadair. Donc on aurait peut-être mieux fait de les acheter nous-mêmes et d'entraîner nos pilotes. Et là, il y a vraiment laissé aller. Et on parle maintenant beaucoup de cette histoire de pot de vin au sujet de l'achat de 3 sous-marins Dolphin, des sous-marins allemands, mais là je pense qu'on est face à un nouveau scandale et malheureusement les autres médias ne connaissent pas ce genre de données, mais nous c'est également notre métier, tout ce qui touche à l'aérien, et on a également rencontré ces pilotes. Et bien, ces pilotes ils passent tout le temps où il n'y a pas d'incendie à venir boire des cafés sur l'aéroport de Kiryat Shmona. Et puis au moment où il y a un incendie, ils servent à rien. On a investi tout cet argent pour rien. Et je vous assure qu'il y a des gens qui se sucrent, qui gagnent des gros salaires, qui vendent du matériel qui sert à rien à cette équipe de 14 pilotes. Et ça c'est totalement inacceptable. Et il va falloir qu'on critique ça. Puis il va falloir qu'Israël se dote de ses Canadair. Et Jim, très très rapidement, c'est pas une question d'option, c'est une question de nécessité absolue, parce qu'on est les voisins du Hezbollah. Le Hezbollah a 100 000 roquettes et missiles aujourd'hui, et ils voient absolument ce qui se passe. Ils analysent comme nous sommes en train de le faire. Ils analysent la situation. Ils se disent que s'ils arrivent à tirer des roquettes ou des missiles incendiaires sur la région de Haïfa, du Carmel ou les régions boisées, eh bien on sera tellement occupé à soigner nos plaies, à éteindre les incendies, qui risquent d'avoir du bon temps et de faire des dégâts qui seraient autrement plus importants que ces incendies, je dirais, à l'allumage artisanal d'hier. Donc on est obligé de s'occuper. Je rappelle aux auditeurs qu'il y a près de 100 000 Israéliens ce matin qui sont déplacés de leur maison, qui vivent dans des hôtels ou dans des centres d'accueil. Et ces 100 000 personnes, quand ils vont recevoir l'autorisation de rentrer chez elles, il y en a qui ont perdu leur domicile. Il y a des dizaines de maisons d'habitation qui ont brûlé, et puis dans celles qui n'ont pas brûlé complètement, qui sont pas totalement consumées, il y a des gros dégâts, surtout des dégâts de fumée. Donc l'impact est énorme, et bien entendu que tous les pays ennemis et les organisations terroristes qui font les mêmes constats que nous ce matin vont essayer d'exploiter cette faiblesse. Et à nous, c'est carrément un acte de défense, un acte nécessaire de défense, d'analyser, de tirer les leçons de ce qui se passe, et absolument pas comme on l'a fait
il y a 6 ans en proposant les mauvais remèdes, les remèdes faux qui nous coûtent de l'argent et qui nous servent à rien, Jim. Stéphane, on suivra bien évidemment la suite de ces incendies en Israël avec vous dans nos prochaines éditions. Dès qu'il y aura du nouveau, il nous reste déjà moins de 5 minutes. Stéphane, il va falloir donc être assez bref sur notre prochain sujet. Et il est compliqué et intéressant. On parle à présent de la Syrie et de la ville d'Al-Bab. On vous en parlait déjà, chers auditeurs, la semaine dernière avec cette guerre tripartite entre les Turcs, entre l'État islamique et entre les Kurdes. Alors Stéphane, on sait depuis la semaine dernière, vous nous l'aviez bien expliqué, que les Kurdes ont besoin de la ville d'Al-Bab pour leur futur possible État. On sait qu'elle est aux mains actuellement de l'État islamique et on sait que les Turcs bombardent les Kurdes parce qu'ils ne veulent pas de leur État kurde. Alors Stéphane, avant de parler de l'exclu de la MENA, on en est où aujourd'hui exactement à Al-Bab? Est-ce qu'elle est toujours aux mains de l'État islamique? D'abord, on avance dans la clarté de notre exposé. Les auditeurs connaissent de plus en plus ce qui se passe dans cette région très importante du nord de la Syrie. On a ces deux fronts kurdes, celui qui vient de l'ouest de la région d'Afrin et celui qui vient de l'est de la région de Manbij. Ils sont plus qu'à 17 kilomètres l'un de l'autre. C'est-à-dire que les Kurdes ne sont plus qu'à 17 kilomètres de réaliser leur continuité géographique et d'être en situation prochainement de décréter leur État. Et bien entendu, ils sont très encouragés par cet état de fait et ils combattent l'armée turque, l'aviation turque, l'artillerie turque, les chars turcs. C'est bien sûr en combat avec des armes totalement disproportionnées. Les Kurdes disposent de certains missiles anti-chars, mais surtout de mitrailleuses et de mortiers. C'est déséquilibré. Mais il y a cette volonté des Peshmerga. Les Peshmerga, dont le nom signifie, on le rappelle, ceux qui sont prêts à mourir, eh bien, ils sont en train de le démontrer parce qu'ils ont encore avancé cette semaine d'environ 5 kilomètres. Et puis hier, il y a une confrontation extraordinairement importante avec l'armée turque. Ça s'est passé au nord-ouest de la ville d'Arima. Et dans Arima, les Turcs ont essayé de se saisir de cette région. Ben, ils ont échoué avec tous leurs gros armements, leurs bombardements. À la fin de la journée d'hier, les Peshmerga sont parvenus à les repousser, même à gagner certaines localités. Alors c'est très simple, c'est une course contre la montre. Les Kurdes veulent arriver à El-Bab pour établir cette continuité géographique qu'on appelle le Rojava, c'est-à-dire en fait ça veut dire les territoires de l'Ouest par opposition aux Kurdes d'Irak. Et c'est la base de leur pays. Et les Turcs, c'est pour eux le plus grand cauchemar. C'est-à-dire ils veulent arriver à Al-Bab avant les Kurdes pour s'y installer. Et El-Bab est entre les deux saillants kurdes. Et si les Turcs parviennent à prendre Al-Bab rapidement, eh bien ils empêcheraient ainsi la jonction de se faire entre ces deux forces kurdes. Stéphane, mais, comme si la situation n'était pas encore assez compliquée à Al-Bab, on l'a vu, une guerre tripartite. Vous m'expliquez en préparant cette interview que maintenant on est dans une guerre quadripartite avec des nouveaux bombardements. Stéphane, je vous laisse expliquer ça en exclusivité à nos auditeurs. Voilà, d'abord, les USA sont en train de lâcher la Turquie. Il y a un message très clair qui est parvenu à Ankara en disant vous arrivez jusqu'à Al-Bab, en fait jusqu'à la route qui va de Manbij à l'est à Alep. Et si vous dépassez cette route, si vous continuez votre offensive, messieurs les Turcs, au sud, eh bien non seulement on va pas vous suivre, d'ailleurs il y a un désengagement américain aux côtés des Turcs, ils les aident plus dans cette offensive qui officiellement était dirigée contre l'État islamique. C'est ce qu'avait surtout affirmé Monsieur Erdogan. Et donc on voit déjà cela. Et puis hier on a été extrêmement surpris. Normalement on voyait que les avions turcs dans le ciel, les avions turcs qui bombardaient les positions de Daesh et qui bombardaient les positions kurdes dans la région donc d'Al-Bab et de ses alentours. Et puis bon, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient puisque les Kurdes n'ont pratiquement pas d'armes anti-aériennes et il y a des dizaines de combattants
kurdes qui sont morts lors de ces attaques aériennes, lors de ces raids. Et puis, venant de nulle part, eh bien, hier et avant-hier, il y a des avions frappés aux couleurs du gouvernement syrien qui sont intervenus contre l'armée turque. Ils ont détruit notamment des chars d'assaut, des engins lance-missiles et de l'artillerie turque. Il y a eu au moins 10 soldats turcs, dont un officier assez connu, qui sont morts et des dizaines de blessés. Et puis, l'exclusivité de ce matin ici de la MENA, c'est que c'était effectivement des Sukhoi et des MiG aux couleurs de l'armée gouvernementale syrienne, mais par leur mode opératoire et par la façon dont ils sont intervenus face aux positions turques. Eh bien ici on a acquis la quasi-certitude que les pilotes de ces avions russes n'étaient pas des Syriens, n'étaient pas des Alaouites de l'armée gouvernementale, mais étaient des pilotes russes. Si cette orientation, ce dérapage se poursuit, c'est-à-dire que si les Russes ont décidé d'aider les Kurdes à empêcher les Turcs de prendre Al-Bab, eh bien, on risque fort d'avoir une confrontation, en tout cas aérienne, entre deux superpuissances. On rappelle aux auditeurs que la Turquie, c'est la deuxième plus grande armée de l'OTAN, en nombre notamment d'appareils, d'avions, de chasseurs bombardiers, de chars, etc., d'hommes. Et puis la Russie, c'est la Russie. Donc si ces deux énormes pouvoirs, ces énormes puissances se mettaient à se faire la guerre dans le nord de la Syrie, eh bien on aurait une internalisation, en tout cas une régionalisation du conflit. Et c'est effectivement ce qui nous guette. Nous sommes à Radio Judaïka et à la MENA les premiers à en parler. Mais je vous assure que dans les états-majors, notamment occidentaux, européens, américains, on ne parle que de ça ce matin et on scrute le ciel pour savoir si ces affrontements vont se poursuivre et si surtout si l'armée de l'air turque va intervenir contre ces avions russes. Et c'est les prochaines journées ou les prochaines heures même qui vont nous le dire. Donc extrême tension. Cette bataille d'El-Bab dont nous parlons depuis un mois à peu près sur cette antenne est en train de devenir un nœud capital de toute la guerre civile en Syrie et de toute l'influence régionale et des dangers d'un grand dérapage entre superpuissances, avec cette fois des superpuissances qui s'opposent directement. Jim. Stéphane, nous suivrons ce conflit dans la ville d'Al-Bab dans nos prochaines éditions de Bruxelles Métula. J'invite nos auditeurs d'ailleurs à être attentifs ces prochains jours aux médias mainstream parce que ce n'est pas rare que la MENA nous donne une exclusivité dans ce Bruxelles Métula le vendredi et que les jours d'après, on le voit arriver dans les autres médias. Soyez donc attentifs. Stéphane, il est déjà 8h passées de 23 minutes. On va quand même prendre une dernière minute pour se faire plaisir parce que le sport israélien vous a fait plaisir hier. L'Hapoel Be'er-Sheva a été mené 0-2 à domicile face au Grand Inter de Milan, au moins l'ancien Grand Inter de Milan. Et belle surprise, belle remontée, remontada, 3-2 pour Hapoel Be'er-Sheva. Stéphane, on a fait la fête en Israël hier soir ? On a fait surtout la fête à Be'er-Sheva, on a pleuré à Milan. L'Inter de Milan qui venait de faire match nul contre l'AC Milan le week-end dernier, qui participe quand même à la lutte des grands dans le championnat italien, qui est venu avec sa première garniture ici à Be'er-Sheva. Et puis on signe un double succès. L'Hapoel Be'er-Sheva a gagné à San Siro 2-0 et a gagné hier 3-2 et avec la manière. On était mené 2-0 à la mi-temps. On a marqué 3 buts en deuxième période, dont le dernier vraiment à la dernière minute des prolongations, mais de fort belle manière. Et puis, pour conclure, parce que je sais ce que c'est qu'une minute, eh bien, on a une équipe de football. Il y a un réveil. On confirme un réveil du football israélien. Be'er-Sheva est une vraie équipe de football. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, eh bien, c'est une équipe solide. Elle a une grande chance de se qualifier pour la suite de l'Europa League. Elle va jouer dans 2 semaines à Southampton, avec qui elle a fait match nul en Israël. Un match nul avec des buts marqués qualifierait Be'er-Sheva et c'est assez
fou ce que je vais dire, mais Beersheva est quasiment favorite de ce match face à une équipe de la première division anglaise en jouant en Angleterre. Donc on va tous dans 2 semaines retenir notre souffle. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on a vraiment maintenant au moins une équipe de football européenne et qui joue, je vous l'assure, très très bien au football. Elle a dominé non seulement sur le score, mais dans la manière. Elle a dominé l'Inter de Milan 2 fois, y compris à Milan. C'est le début du renouveau que l'on attendait, Jim. Voilà Stéphane, on suivra ça alors dans 2 semaines avec vous le vendredi matin. Ce serait effectivement dommage d'avoir fait 6/6 contre l'Inter de Milan et de ne pas se qualifier pour le prochain tour. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce Bruxelles-Métula. Je vous souhaite à tous en Belgique et à Bruxelles un très bon week-end et je nous souhaite ici que les feux s'arrêtent et que les personnes déplacées auxquelles on pense puissent retourner chez elles et retrouver des maisons et des appartements dans lesquels ils puissent continuer à vivre. Nous aussi Stéphane, merci beaucoup et Shabbat Shalom à vous et à tous vos collègues de la Métula News Agency.